Aujourd'hui, je ne vais pas y aller par quatre chemins, mon message est clair, il vous invite à faire un choix radical. Voulez-vous continuer à arroser cet État qui se gave de votre argent pour vous nuire tous les jours un peu plus ? Ou préférez-vous financer un projet qui vous ressemble avec des gens qui vous parlent des véritables enjeux qui vous concernent? Voulez-vous continuer à vous saigner pour que les médias d'oligarques vous vendent la guerre et vous méprisent? Ou préférez-vous accompagner un média qui décrypte les véritables enjeux économiques et géopolitiques, ceux qui ont des conséquences réelles sur vos vies? Vous l'avez compris, la question est simple. Allez-vous longtemps financer vos bourreaux? Ceux qui se moquent de vous, de votre sécurité, de votre santé, de vos vies? Ceux qui censurent TV Liberté et font fermer nos comptes en banque pour nous empêcher de vous informer? Maintenant, c'est le moment de choisir où va votre argent. Changez de système. Aidez TVL. Aujourd'hui, ce soir, avec un penseur qui prend très au sérieux les convulsions sociales et les humeurs du temps. Michel Maffezoli, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de votre présence ici. Vous êtes donc sociologue, comme je viens de le dire, professeur émérite à la Sorbonne, membre de l'Institut de France, et vous venez de republier Le rythme de la vie, variations sur l'imaginaire postmoderne. Michel Maffezoli, vous aimez provoquer. Enfin, quand on vous lit, on a le sentiment que l'on peut être provoqué, et c'est assez divertissant. Vous prenez la sinistrose à rebrousse-poil, aussi la collapsologie dominante. Vous écrivez toutefois que les valeurs modernes, progressistes, sont parvenues à saturation. Alors on parle de droit de l'homisme aujourd'hui, de wokisme. Est-ce à dire que tout cela va disparaître, Michel Maffezoli? Oui, je le pense. J'ai essayé de le dire et de le démontrer. Vous avez dit, gardons ce mot, j'aime les étymologies, provocare, provocation. Hein. Provocation, provoquer. En latin, provocare, c'est appelé en avant. Voilà, donc oui, j'étais nommé jeune à l'époque à la Sorbonne, c'était en 81, j'avais la chaire importante de Durkheim, chaire de sociologie générale, et en même temps j'étais dans un milieu où les sociologues étaient des gens fort ennuyeux, ils le sont restés. Ils le sont toujours? Oui. Bon. Quand on dit sociologue, on dit de gauche. Moi, j'ai été formé par un de mes maîtres, c'est Julien Freund à Strasbourg, puisque j'ai fait mes études à Strasbourg pour partie, et Weberien, le savant et le politique. Je n'ai jamais été un politique, j'ai essayé d'être un savant et j'ai pris au sérieux mon travail, donc provocare. Oui, en effet, la vieille idée de la Sorbonne, quand elle se fonde en 1258, c'était la disputatio. La discussion, le débat, c'est ce que j'ai essayé de faire. Voilà. Et c'est dans cette perspective, deuxième partie de votre remarque, oui, c'est qu'il me paraît qu'il y a actuellement, nous vivons, c'est difficile à admettre en France, la saturation de ces grandes valeurs qui ont marqué la modernité, l'individualisme, la démocratie, le progressisme. Voilà la rationalité. En gros, le rationalisme. Je ne dis pas la rationalité, je fais une petite nuance, permettez-moi. La rationalité, c'est notre capacité de faire usage de notre raison. Le rationalisme se fonde à partir du XVIIIe, la philosophie des Lumières, quand on va systématiser un paramètre. Dans la Renaissance, il y avait la raison, la rationalité, mais il y avait le ludique, l'onirique, le festif. Florence la Belle, c'était ça. À partir du XVIIIe, on ne va pas regarder qu'un aspect, la raison, et en faire le rationalisme. C'est ce que je critique. Voilà. Et donc, vous pensez qu'un certain nombre de valeurs sont sur le déclin, alors qu'on a l'impression aujourd'hui qu'elles sont omniprésentes? Non. Oui, je pense qu'elles sont sur le déclin. Omniprésentes, c'est à voir. Vous avez employé ce mot tout à l'heure, intéressant et important, le wokisme. Pour moi, le wokisme, ça va me valoir des ennuis, pas dans ce livre, mais dans un livre ultérieur que j'ai fait sur mon apologie, je montre que le wokisme n'est que la fine pointe de la philosophie des Lumières. La philosophie des Lumières, c'était universalisme. Et là, actuellement, le wokisme, on va universaliser une particularité, la peau, le genre, le sexe, etc. Mais voilà, on assiste à la fin de ces grandes valeurs modernes. Moi, je ne crache pas dans la soupe. Ces valeurs ont eu leur fonction, ça a donné la modernité. Une époque, ça dure 3 siècles. 17e, 18e, 19e, le 20e n'a fait que bouffer le capital. Il n'a rien inventé, si je puis dire. On est en train de rentrer dans la postmodernité où, à bien des égards, d'autres valeurs sont en jeu. Mais, et c'est le mais qui est important. Mais lesquelles, alors?
Je vous les dirai. Je vous ajoute une question. Je vous les dirai. Mais avant de vous répondre sur cette question, c'est qu'on est actuellement dans un moment où il y a une distorsion importante entre la société officielle et la société officieuse. C'est mon dada aussi de dire ça. Pourquoi société officieuse et pas, je ne sais pas, société réelle, par exemple? Ben oui, on peut dire ça, c'est le pays réel qui fut celui de Maurras. Mais avant Maurras, c'était quand même d'autres auteurs qui ont bien montré l'importance de la différence entre le pays légal et le pays réel. Actuellement, alors gardons cette idée, le pays légal, la société officielle, reste gauche et droite confondues d'ailleurs, de ce point de vue, reste sur ces valeurs modernes que j'ai dites il y a un instant, individualisme, rationalisme, progressisme. Alors que le pays réel, il s'est trouvé que j'ai eu beaucoup d'étudiants. Je continue à voir, malgré mon âge, des jeunes qui viennent me voir, par exemple. Et quand nous faisons les symposiums ensemble, c'est-à-dire que l'on boit ensemble, eh bien, on chatte, ça papote. Hein, voilà. Chaque vendredi, j'ai un petit cénacle qui vient comme ça me voir. Et c'est là où je vois que cette société officieuse, peut-être le pays réel, ces jeunes générations, à l'encontre de ce que l'on dit, sinistrose, tout fout le camp, ils n'ont plus de valeur. Non, il y a une vraie réalité, il y a un vrai vitalisme important. Alors, moi, je considère que... Alors, excusez-moi, je vais vous donner mes dadas théoriques. Hein. Je considère que ce n'est plus l'individualisme, mais le tribalisme. Hein. J'ai écrit le livre « Le temps des tribus » en 88, disons l'idéal communautaire en gestation. Ce n'est plus simplement le rationalisme, mais l'importance de l'émotionnel, c'est-à-dire l'affect, les sentiments, les passions. Et ce n'est plus, à vrai dire, demain on rasera gratis, c'est la grande idée hegeliano-marxiste. Hein. La marxisation, pour moi, influe actuellement beaucoup d'esprits, mais c'est le retour de la tradition. Grand T, T majuscule. Avec un T majuscule. Tradare, ce qui a été donné, on le transporte. Et je suis fasciné, je dois vous avouer, de voir que toute une série d'éléments de ces valeurs traditionnelles sont en train de revenir chez ces jeunes générations. Léon Bloy disait, le prophète est celui qui se souvient de l'avenir. Et en effet, ce que vivent ces jeunes, sans se référer forcément à tel ou à tel, ben, c'est tout simplement les trois éléments que je viens d'indiquer. Quand on regarde sur Internet, on voit que les mots qui arrivent, c'est partage, échange, générosité. Vous voyez, des mots un peu archaïques, oui, à bien des égards. Bien sûr. Voilà, c'est ce que je dis. Mais dans quel cadre? Parce que c'est ce qu'on a envie de vous rétorquer quand on lit votre livre. Vous évoquez d'ailleurs les mêmes exemples, vous les décrivez à l'instant de manière très altière, j'ai envie de dire, mais concrètement, aujourd'hui, le quotidien de ce tribalisme, ce sont les rave parties, les salles de fitness, les réseaux sociaux. On a envie de vous dire, vous parlez de tradition avec un T majuscule, mais la réalité, elle est beaucoup plus prosaïque et peut-être un peu plus absurde, ridicule, superficielle que ce que vous en dites. Non, pas absurde et superficiel. Moi, c'est pas mon genre, vu mon âge, mais j'ai été amené à aller dans ces rave parties. Hein, je vais faire des thèses à l'époque où c'était pas de mode. Je trouve qu'il y a là la dimension orgiaque, c'est-à-dire que dans ces moments où on isolait les gens dans cette pseudo-pandémie qui a eu lieu il y a quelques années, il fallait s'isoler, porter des masques, machin chose, etc. Là, on voyait des jeunes qui se rassemblaient, qui se touchaient. Excusez-moi, voilà quelque chose qui n'est pas anecdotique. C'est pour moi un symbole du fait qu'on a envie d'être ensemble. Hein, la vieille idée heideggerienne qui est la mienne, Zusammensein, être ensemble. Mais pour vous, le ressort de cet être ensemble, c'est donc le pathos, la passion. C'est le pathos, oui. Est-ce suffisant pour créer ce commun? Non, bien sûr. Écoutez, cher ami, j'écris une quarantaine de livres. Un de mes livres s'appelle « Éloge de la raison sensible ». C'est-à-dire que je montre raison sensible. C'est-à-dire comment une conjonction de la raison et des sens, le pathos, les émotions. Permettez-moi de vous dire, je suis thomiste. Saint Thomas d'Aquin est mon essentiel maître. Mon premier texte en 66, c'était sur Saint Thomas. « Nihil est in intellectu, quo non fiut prius in sensu ». Saint Thomas. Il n'y a rien dans l'intellect qui n'ait d'abord été dans les sens. Voilà cette conjonction, si vous voulez, c'est Aristote, c'est Saint Thomas d'Aquin, c'est-à-dire, alors qu'à partir de Descartes, il y a eu cette dichotomisation du corps et de l'esprit, là, ces penseurs, et pour ma part, j'essaie d'avoir une conception unitaire des deux, hein, c'est-à-dire cette coincidentia oppositorum, la coïncidence des choses opposées, excusez-moi, donc qui fait que, d'une certaine manière, le corps et l'esprit, c'est ça les affects, c'est ça le pathos. C'est un pathos qui intervient et qui utilise, bien évidemment, la raison.
mais pas le rationalisme. Ah, voilà un peu. Non, mais quand je vous lis, quand je vous interroge, vous vous rappelez d'ailleurs que vous êtes enseignant depuis 50 ans, mais quand je vous lis et que je vous interroge, j'ai l'impression d'être moi le vieux con, parce que vous voyez de la vitalité dans beaucoup de choses, dans l'air du temps, mais c'est moi qui ai l'impression de vouloir vous parler des saccages, de l'insécurité, etc. Et puis vous vous attaquez au politiquement correct, mais comment dire ? Ne pas évoquer ce saccage ou ces problèmes contemporains, n'est-ce pas être politiquement correct? Non, non. Mes premiers livres, c'était sous l'impulsion de Julien Freund, un de mes maîtres à Strasbourg, c'était sur la violence. Et je montrais que l'animal humain est agressif. Animal. Nous sommes. Mais que tout l'art des sociétés équilibrées était de savoir comment je vais ritualiser cette violence, l'homéopathiser. Et mon petit dieu chéri, c'est Dionysos. Le mythe de Cadmos, le mythe de la ville de Thèbes, fondée par Cadmos, c'est de voir qu'il donne la vie là, au technocrate du moment, Pentée, qui est son premier petit-fils. La ville meurt d'ennui, parce qu'elle a évacué toutes les dimensions d'effervescence, de plaisir. Et à ce moment-là, les femmes vont chercher Dionysos, qui est de l'autre côté de la mer Égée. Ils introduisent Dionysos dans la cité, c'est les Dionysies, les bacchanales. Qu'est-ce que c'est que les bacchanales? Le sang coule à minima, la violence est maîtrisée, Pentée est tué. Et la ville retrouve son âme. Et je considère que toute société équilibrée, ce n'est pas le cas pour nous actuellement, ont été des sociétés qui ont su, vous avez dit saccage, qui ont su intégrer, ritualiser, homéopathiser cette violence structurelle. Carnaval, fête des fous. Et tout, moi, je me souviens d'avoir débattu il y a quelques années avec une sotte ministre, je ne sais plus, Ségolène Royal, je crois, qui était ministre de quelque chose, qui avait fait une loi pour interdire les bizutages, par exemple. Oui. Et je disais, c'est dangereux. C'est-à-dire que le bizutage, c'est une manière de se purger. C'est la catharsis aristotélicienne. On sort le mal en nous. Qui est, vous avez compris, qui est connaturel à ce que nous sommes. Et que si on sait le sortir, qu'il y a équilibre. Voilà mon hypothèse. Je vous réponds, vous voyez, mon hypothèse. Oui, bien sûr, je comprends bien. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il peut y avoir des éléments que vous avez dit. Mais vous parlez des rites. Et en effet, mais donc si je vous comprends bien, la violence dans la société contemporaine existe, elle n'est plus ritualisée. En gros, c'est ça. Et que c'est parce qu'il y a eu cette asepsie, cette hygiénisation de l'existence, moi c'était ma thèse d'État en 78, que vous allez avoir une violence immaîtrisée. Les jeunes qui se tuent actuellement, les bandes, les machins, les choses, les... Voilà une expression, je dirais, d'une société qui n'a pas su homéopathiser et ritualiser la violence. Du coup, ces jeunes se tuent entre eux. Par exemple, on voit bien de diverses manières. Alors, pour moi, nous sommes dans un moment comme ça, où, parce qu'on a voulu hygiéniser la société, l'aseptiser, la pasteuriser, on pourrait multiplier à l'infini les expressions, cela va aboutir au côté, d'ailleurs on le dit, une violence perverse. En latin, pervia, ça prend des voies détournées. Si je ne sais pas la faire ressortir naturellement, je dis bien, et quand on regarde sur 2000 ans de temps, on voit des quantités, j'ai dit bacchanal, Dionysie, carnaval, fête des fous, enfin machin chose, etc. Si on ne sait pas faire ça, ça devient pervers. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà. Et nous sommes dans un de ces moments où, en effet, malheureusement, il y a cette perversion dans l'air. Mais cette perversion, elle n'est pas simplement à rechercher chez ces jeunes, elle est à rechercher chez ces technocrates qui imposent encore maintenant, si vous voulez, une attitude de hygiénisation de la vie sociale. Est-ce que cela rentre dans votre plaidoyer pour une philosophie progressive et non plus progressiste? Oui. C'est un volet de cette philosophie progressive que vous appelez de vos voeux? Vos voeux, non, excusez-moi, moi je ne suis pas un politique, je vous l'ai dit. C'est dans votre programme politique? Je suis un pauvre rêveur. Et donc je dis des choses. Moi j'ai été invité par tous les présidents, beaucoup de députés, des choses comme ça. Je leur dis que je ne suis pas politique, mais mes opinions ne concernent que moi, si tant est que j'en ai. Par contre, je fais une analyse. Voilà. Et ce que je peux dire dans mes analyses, pas forcément de mon vœu, c'est retrouvons cet équilibre. Retrouvons cette capacité, en quelque sorte, d'arriver à intégrer pour ne pas être submergé par l'agressivité qui est la nôtre. Je veux dire, quand on est ensemble, tu m'empêches de respirer. Voilà, en quelque sorte. Vous voyez, c'est un élément structurel de l'animal humain. Et donc tout l'art est d'arriver à trouver un moyen, en quelque sorte, d'éviter les perversions, à bien des égards. Ce qui n'est pas le cas actuellement, de mon point de vue. Okay. En même temps, excusez-moi, puisque vous l'avez dit au début, je suis attentif au fait que je ne suis pas pour la sinistrose et la collapsologie.
qui est le propre des intellectuels, François Rouillard en particulier actuellement. Non, je considère qu'il y a une vraie vitalité chez ces jeunes générations. Il se trouve que j'en rencontre souvent, ils viennent me voir, et je sens qu'il y a là une vraie vitalité qui ne se plie pas aux injonctions. Alors, qu'est-ce qui vous impressionne, qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous fascine parmi ces jeunes générations? Regardez ce qui se passe dans ce qu'est, à vrai dire, je vous prie de m'excuser, la vraie diffusion, les réseaux, les blogs, les forums de discussion, etc. Les mots qui apparaissent, c'est partage, échange, solidarité. C'est ces mots qui apparaissent, hein, qui sont des mots que j'appelle archaïques. Pas dans le sens dépassé. Arché, ça veut dire fondamentaux. Premier, arché, en grec. Et donc, on voit apparaître ces mots-là, et voilà ce que j'entends d'eux. Hein, c'est-à-dire ces formes de générosité, d'entraide. Et c'est ce que j'essaie de décrire, fondamentalement. Hein. Et puisque nous parlons du rythme de la vie, comme je suis grécisant, je rappelle que le mot rythme vient du grec réo, réein, c'est-à-dire un écoulement à partir d'un point fixe, la tradition. Et je considère, voyez-vous, ça peut paraître un peu paradoxal, qu'il y a le retour de la tradition actuellement. Chez ces jeunes, les mots que je viens d'employer, hein, partage, solidarité, c'est plus de l'économisme, c'est plus le matérialisme, hein, c'est plus ce qui avait été dominant à bien des égards durant toute la modernité jusqu'à maintenant, soyons clairs. Mais qu'à côté de cette, hein, je dis Peggy, la mangeaille, remplir le ventre, ces jeunes ont envie de remplir l'esprit. Ils cherchent, il y a alors, une âme du monde. On leur reproche quelquefois, tout simplement, si vous me permettez de parler vulgairement, d'être des faux culs, de plaider pour la solidarité ou le partage, comme vous dites, mais en réalité, de plaider pour cela pour des contrées lointaines et non pas pour le coin de la rue. Non, non, oui, je sais que ça existe. Hein, soyons clairs. Les choses ne sont pas blancs et noirs. Hein. Vous savez que je considère qu'il y a un mélange constant. C'est durant le régime nocturne, le régime diurne. Nous sommes nocturnes et diurnes. Bien. Non, bien sûr, il y a ça, je le sais. Nous avons fait des enquêtes dans mon centre à la Sorbonne sur, justement, on allait, sortant d'HEC, d'ESSEC, passer un an en Afrique pour des trucs, machin chose, solidarité. Bon. Ça existe, c'est bien, je ne connais pas. Mais par contre, non, quand je dis solidarité, concreto modo, dans la vie quotidienne actuellement, les processus d'entraide très simples, encore une fois, qui se font dans ce que j'appelle, moi, à l'époque je disais le temps des tribus, les tribalismes, mais je dis maintenant l'idéal communautaire en gestation, l'idéal communautaire en gestation. Et voilà, personne ne veut en prendre en compte en France. Moi, je suis frappé de voir comment, compte tenu, encore une fois, de ces réseaux sociaux, il y a des vraies entraides dans la vie quotidienne. Nous n'avons pas ce mot en français. C'est l'école de Palo Alto, en Californie, qui parle de proxémie. Hein, cette espèce de raccord en fonction l'environnement naturel, l'environnement social, et que c'est à partir de ce que je vis avec d'autres qu'il y a des nouvelles formes de solidarité qui sont en train de s'élaborer. Voilà, mon sentiment. Hein, je dis bien mon sentiment. Vous revenez, vous critiquez très régulièrement les critiques du communautarisme. Vous pensez que cette rengaine est surannée? Oui, non, j'ai peur il y a au moins 3 mots qui me chagrinent. Communautarisme, c'est-à-dire qu'on ne sait pas voir qu'on n'est plus dans la République une et indivisible, la vieille idée franc-maçonne du 19e, mais qu'il y a une res publica, une chose publique, où il va une mosaïque, où ces communautés sont là. On est en train d'en faire l'apprentissage. C'est délicat, c'est dur. Premier point. Alors donc, quand on dit communautarisme, je dis non, communauté. Hein, c'était la vieille idée thomiste, encore une fois. Bien. Complotiste. Hein, si on n'est pas d'accord avec l'opinion officielle, on devient complotiste. C'est la liberté de penser, tout simplement. Vous voyez du bon dans ce complotisme? Non, mais j'aime pas le mot complotiste. Le complotisme? Non, je dis arrêtons de parler de complotisme. Disons tout simplement le fait de penser par soi-même. Et pas uniquement ce que... Là, je suis en train de lire un livre d'Alexandre Coiré, des années 30. Il parle de l'ère du mensonge. Actuellement, c'est du mensonge qui est dominant dans le monde politique, le monde journalistique, le monde des experts de tout genre. Vous n'aimez pas les journalistes, c'est vrai. Vous n'aimez pas les journalistes. Le publicitaire fait du concept, écrivez-vous. Il en est de même pour le styliste, le journaliste aussi, les technocrates, les politiques aussi. C'est les élites déphasées.
Je ne parle pas des journalistes je ne le d'ici. prends pas personnellement. Non, bien évidemment, je n'oserais pas le faire. Je ne le fais pas et je ne le pense pas. Mais non, ce qui est le journalisme officiel, sur année, il reste sur des grandes valeurs désuètes et les séries n'en tirent l'arigot, ce que j'appelle des Niagara à d'eau tiède de bons sentiments. Il suffit d'écouter telle ou telle émission pour se rendre compte de cela. Non, moi, sur à quoi je rends... Orwell, tenez. 1984. Il parle des antiphrases. Au lieu de parler du ministère de la guerre, on dit ministère de l'amour. Dès qu'il est ou de choses comme ça, antiphrases. Eh bien, c'est ce qui domine actuellement dans la presse. En même temps, voilà, moi je suis attentif au fait, vous avez compris, officiel, officieux. Ma thèse d'État mettait l'accent sur le fait qu'il y avait le pouvoir et la puissance. Pouvoir institué, puissance instituante. Mon travail a été de rendre attentif à la puissance instituante, la puissance du peuple. C'est pour ça qu'il parle de populisme. Non, c'est le peuple. La sagesse populaire, moi je suis un fils du peuple et j'ai toujours gardé tout ce que j'ai écrit, c'est à partir de cet enracinement, ce que j'appelle l'enracinement dynamique. Et la puissance du peuple, la sagesse populaire, elle est réelle. Alors maintenant on dit populisme, ces fameux démocrates qui sont très peu démophiles et même démophobes. Voilà, vous comprenez pourquoi moi je défends le peuple. Oui, bien sûr, je considère qu'il y a là une vraie sagesse. Alors vous dites, vous écrivez qu'il y a un redressement en cours. Vous l'avez déjà exprimé depuis quelques instants. Je vais revenir sur la violence. Jusqu'où la violence, à votre avis, peut aller dans notre société contemporaine ? Ah, c'est un vaste problème. Ça, il faudrait un jour qu'on m'invitiez, qu'on en parle. Peu importe, je dis ça comme ça. Mais non, vous avez compris, mon essai sur la violence qui a été réédité, mon premier livre s'appelle « La violence totalitaire ». Voilà. C'est ce que je vous dis tout à l'heure, je n'ai pas d'autre chose à dire. C'est que structurellement, l'animal humain est un animal. Voilà, et que l'autre l'empêche de respirer. Tu me pompes l'air. Voilà, si on prend des expressions là. Et donc tout l'art, qui est un art pas aisé, à bien des égards, c'est d'arriver, je dis bien, et ça a été une de mes thèses fondamentales de ma carrière, de voir comment non, on ne déniait pas, mais on ritualisait. On arrivait à intégrer. Alors nous sommes dans un moment, je ne sais pas trop que vous répondre, nous sommes dans un moment où, enfin, on a le sentiment que les changements d'époque se font rarement sans douleur, sans violence. Bien sûr. Et quand on vous lit, on a l'impression que c'est omniprésent et qu'on est à ce point-là. Oui, mais en même temps, comment expliquer cela ? Il me paraît que ça va changer rapidement. Je m'inspire d'un auteur américain qu'on ne connaît pas en France, qui s'appelle Sorokin, peu importe, c'est un russe qui est parti en 1920 aux États-Unis et qui est un grand sociologue. Malheureusement, on ne le connaît pas en France, sociologue de la culture. Et il montre, Pitirim Sorokin, et il montre comment il emploie un mot très simple, saturation. Quelque chose fonctionne, un corps est là, et puis les diverses molécules qui composent ce corps, fatigue, usure, ne peuvent plus rester ensemble, destruction de ce corps. Mais, en même temps, à partir de ces molécules, reconstruction d'un autre corps. C'est ce qui me paraît être en jeu actuellement. Décadence, on est en décadence, renaissance. Voilà. Et donc, alors, pour expliquer cela, il montre que c'est un lent moment de sédimentation. Le verre d'eau que je sale ou que je sucre, je ne m'en souviens plus. Jusqu'au dernier grain, on ne voit pas que le verre d'eau est saturé. Et c'est le dernier grain qui fait qu'à un moment donné, le verre d'eau est saturé. C'est mon hypothèse. C'est mon hypothèse, hein. Comprenez, hypothèse. Hein, c'est-à-dire que peut-être que je me trompe, mais il me paraît que la lente sédimentation qui a commencé à partir des années 60 du siècle précédent, voilà, arrive à fin maintenant. Et que ces jeunes générations vont jeter le dernier grain. Dites-vous que nous allons vers des lendemains qui chantent alors ? J'aime pas l'expression, mais en tout cas, quelque chose qui fera qu'il y ait une harmonie. Le propre d'une harmonie dans la vieille tradition grecque, dans la vieille culture gréco-latine qui est la nôtre, c'est qu'il y avait une conjonction des choses opposées. Moi, c'est mon hypothèse actuellement, vous voyez. Mais c'est une harmonie, alors que la pensée hegeliano-marxiste qui domine chez les élites. Toujours. Quoi qu'ils ne connaissent pas Marx, malheureusement, etc. Ou Hegel, bien. Considèrent qu'il faut dépasser, arriver au lendemain qui chante. Tandis que la conjonction, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une expression d'un philosophe du XVe, le cardinal Nicolas de Cuse. Coincidentia oppositorum.
La conjonction des choses opposées. Je vous donne une image. La voûte, je vais encore souvent voir ça à Notre-Dame, la voûte de la cathédrale gothique, c'est la tension des pierres les unes sur les autres qui assure sur la longue durée la voûte. Voilà la coïncidence des choses opposées. Non pas le dépassement hegeliano-marxiste, on va dépasser, on va dépasser le mal, machin chose, etc. Mais non, quelque chose qui fait qu'il y a une conjonction. Je vais vous donner le mot, je vous prie de m'excuser, vous l'enlèverez. Verwindung d'Heidegger, qui est le Verwindung difficile à traduire. C'est pas le dépassement marxiste, Verwindung, c'est quoi? Reprise, distorsion, guérison. Mon idée de tribu, c'est ça. On reprend la vieille idée de tribu, distorsion, on la tord. C'est pas la tribu africaine, machin chose, des jungles, mais c'est les tribus dans nos jungles de pierre. Guérison du corps social. Je ne sais pas si je me fais bien comprendre, mais voilà ce qui est en jeu actuellement. On est dans un moment où on reprend des vieilles idées de la tradition, on ne les applique pas à la lettre, distorsion, on les tord, en quelque sorte. Et mon hypothèse, c'est ce qui va donner la guérison du corps social. Voilà ma grande idée. Donc un moment de guérison du corps social. Je le pense. Eh bien écoutez, Michel Maffezoli, ce sera le mot de la fin. Monsieur le professeur, merci d'avoir encore une fois répondu présent à l'appel de TVL. Je rappelle que vous avez publié Le rythme de la vie, variations sur l'imaginaire postmoderne aux éditions Société Lexio. Merci encore. Merci bien, cher ami.